Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose et les experts. Bonjour et bienvenue, les experts, le retour à compter d'aujourd'hui. La première question à mes invités sera: dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette rentrée, à la fois avec des aspects purement franco-français? Il ne vous a pas échappé que l'ISF va s'alourdir et va s'alourdir par tous les ports de l'impôt, véritablement. Il ne vous a pas échappé cette merveilleuse promesse de Jean-Marc Ayrault de réduire à néant le déficit commercial extérieur, le déficit extérieur hors énergie, et cette fabuleuse promesse d'une troisième révolution, une révolution industrielle faite par Arnaud Montebourg, ou encore cette guerre aux niches fiscales qui est véritablement le premier levier fiscal pour l'année prochaine, le premier levier susceptible de nous permettre de tenir les 3% de déficit public fin décembre, ou encore la tension en perspective qui va être très très vive à gauche lorsqu'il va falloir se pencher sur la loi organique qui permettra d'inscrire dans nos textes de manière gravée le pacte budgétaire, sans compter évidemment tout ce qui se passera du côté de l'Allemagne et du côté des banques centrales. Pour en parler aujourd'hui, Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier, il est actuaire et il est l'animateur du blog les-crise.fr et également auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, ce n'est pas fini, la preuve par les chiffres, aux éditions Yves Michel. Catherine Gerst, bonjour. Bonjour. Operating Partner chez Citygate Dew Rogerson, c'est du conseil en communication financière. Et Gilles Legrand, bonjour Gilles. Bonjour à tous. Il est fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique. Alors là, ma première question sera: dans quel état d'esprit êtes-vous? Mais on va commencer par un sujet très micro, c'est cette guerre des brevets, cette guerre Apple-Samsung, après qu'un jury californien a condamné Samsung à verser $1 milliard à Apple pour violation de brevets. J'avais pas prévu d'en parler directement, mais vous étiez tous passionnés, notamment Gilles, par ce sujet. Qu'est-ce qui vous... On est dans une guerre des géants sur un marché absolument colossal, et le risque pour l'un peut-être de se retrouver exclu de ce marché, sachant que la demande américaine en matière de produits de haute technologie de ce type-là est absolument colossale. Alors quand on atteint ces montants qui pourraient être encore plus élevés pour Samsung s'il était interdit d'accès aux États-Unis, on a l'œil évidemment attiré immédiatement. Alors il y a un aspect qui d'abord assez superficiel, c'est que les leviers qu'a actionné Apple pour gagner cette première manche portent sur le design et l'ergonomie de ses produits. Alors, on sait que c'est ce qui fait le cœur de la valeur ajoutée Apple. Ah oui, c'est design or decline. Design, véritablement. Design. Et qu'on en est même à considérer que Samsung l'a copié parce qu'il a donné à son smartphone une forme rectangulaire avec des bords arrondis. Le bord arrondi coûte cher tout de même dans cette affaire-là. Plus sérieusement, derrière cette affaire, il y a une bataille industrielle fantastique qui pose la question de la gestion du monopole de fait, sinon de droit. Apple sait parfaitement qu'il n'a aucun moyen et aucun espoir d'être seul sur son marché des smartphones. Les lois anti-concurrence s'y opposeraient et évidemment la réalité d'un marché qui ne peut pas être à 100% entre les mains. Mais là où sa force est considérable ne réside pas dans la possibilité qu'il aurait d'exclure tous ses concurrents, ça c'est un leurre, mais il caresse le rêve de choisir ce qu'il voudrait être ses concurrents. Et la bataille qu'il mène contre Samsung, sous le prétexte du design, et qu'il a gagné, est une bataille qui en cache une autre, qui est beaucoup plus forte, qui porte sur les systèmes d'exploitation des dits smartphones et des dits tablettes. Et notamment, Apple a en ligne de mire Google, qui équipe avec son système Android la quasi-totalité des smartphones. Le nerf de la guerre, c'est Android. Voilà. Et donc, le vrai ennemi dans cette affaire n'est pas Samsung, qui par ailleurs est partenaire d'Apple et fournisseur d'Apple, donc on est dans une histoire invraisemblable, mais le vrai ennemi d'Apple dans cette affaire, c'est Google. Et ce qui est très troublant, c'est que pour battre Google, on va peut-être assister à une alliance de fait, sinon commerciale, entre Apple et Microsoft, qui était l'ennemi historique d'Apple. C'est-à-dire que Apple s'est construit contre Microsoft. Oui, absolument. Et donc, on est dans un jeu à trois, et dans lequel Samsung est apparemment la victime ou l'acteur principal, mais c'est pas le vrai sujet. Donc je trouve qu'on est dans une bataille industrielle qui est loin d'être terminée. Oui, parce que voilà, on est pour l'instant sur des décisions de justice qui vont toutes évidemment être attaquées à droite, à gauche, et voilà, on ne sait absolument pas quel sera l'aboutissement. Mais derrière, il y a des enjeux industriels qui sont majeurs et que je trouve amusants. Catherine, on rajoute quelque chose sur ce dossier? Moi, je pense qu'on est dans... C'est l'illustration qu'on est dans une mondialisation où tout le monde se tient. Parce qu'en réalité, comme vous le dites, l'un et l'autre, Samsung et Apple, sont l'un et l'autre le plus gros acheteur et le plus gros fournisseur de l'autre.
Donc je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il ne s'agit pas d'une bataille pour éliminer un concurrent. Il s'agit d'une bataille pour savoir comment ces géants vont se partager le marché, les nouveaux marchés et les nouvelles marges. Et moi, la question que ça me pose, c'est pourquoi ça ne se fait pas dans l'intimité de leurs discussions commerciales à haut niveau, et pourquoi il faut qu'à un moment donné, ces questions-là viennent sur la place publique pour être réglées dans une espèce de cadre où on va donner des règles, alors que ça aurait pu se régler par échange de sommes et de bons procédés. J'ai peut-être un élément de réponse, mais je ne sais rien. Hein. Oui. Je crois que précisément parce que l'objet apparent du délit porte sur le design, qui est le cœur de la valeur ajoutée Apple, et que Apple a compris qu'au passage, il pouvait conforter ses clients sur ce qui fait sa force. Quand vous demandez à vos gosses qui veulent s'acheter un Apple, pourquoi ils veulent acheter le Apple qui est plus cher qu'un Windows, ils vous répondent quand même, parce que c'est bien plus beau. Et Apple sait que c'est son argument principal en direction du grand public. Et là, il fait réaffirmer de façon spectaculaire, de façon médiatique, avec une publicité gratuite à laquelle nous sommes en train de participer, sa principale qualité. Vous achetez l'argument, Catherine, du fait que le design est si important qu'effectivement ça justifie d'aller devant les tribunaux. Alors, j'adhère tout à fait à cet argument, dans le sens où c'est sans doute parce que ça fait aussi mal à Apple sur sa force principale, qui a finalement nécessité à un moment donné que ça soit mis sur la place publique et quelque part que tout le monde se mêle du débat, y compris les régulateurs, les États, les concurrents, etc., pour qu'on arrive à une sorte de compromis generally accepted par tout le monde. Oui. Quelque chose comme ça. Ouais, tout à fait. Non, mais ce qui est assez frappant quand même dans cette histoire de la guerre des smartphones, c'est qu'il y a encore quelques années, on pensait qu'Apple était assez peu détrônable, et on se rend compte qu'effectivement Samsung est parvenu à des résultats absolument époustouflants. Et les enjeux sont absolument énormes. On va marquer une première pause, on se retrouve dans un instant avec donc cette première question, qui ne sera pas la première mais la deuxième. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée, à la fois avec les aspects purement franco-français et la question cardinale, qui est la question qui était posée ce matin par Stéphane Soumier, qui va nous occuper de toute façon jusqu'à Noël et même toute l'année prochaine. Est-ce que les 3% de déficit sont aujourd'hui tenables? Est-ce qu'ils sont même souhaitables? Est-ce qu'il faut essayer de tenir cet objectif, sachant qu'il y a aujourd'hui une forte pression politique aux Pays-Bas, qui vont connaître des élections sous peu, avec finalement des socialistes hostiles au tout rigueur, qui sont aujourd'hui en tête dans les sondages et qui donc seraient peut-être les premiers, venant d'un pays du Nord et d'un pays noté encore AAA, les premiers à être en capacité à faire voler en éclats le fameux totem des 3% que nous sommes en train d'inscrire dans tous les esprits. À tout de suite. Et où je me suis dit, tiens, là les gens vont commencer à avoir les premiers effets de la crise dans leur vraie vie, dans leur vie quotidienne. C'est l'histoire du forfait social qui passe de 8 à 20%. Le forfait social passe de 8 à 20%, ça touche l'intéressement, ça touche la participation. Et d'ores et déjà, des entreprises comme Dassault disent, nous allons remettre à plat les accords d'entreprise sur l'intéressement parce que tout le monde devra participer. 9 millions de salariés concernés. Vous êtes dans quel état d'esprit, Olivier Berruyer, pour la rentrée là ? Il y a un an tout rond, quand vous m'avez invité pour la première fois dans cette émission, j'étais dans l'état d'esprit où je pensais que la France allait perdre son AAA et que la Grèce allait faire défaut. Finalement, non, j'ai pas beaucoup changé d'avis, et donc je pense que dans cette année, la France sera encore probablement dégradée et que la Grèce va probablement refaire 2012. Défaut. Enfin 2012-2013, ouais. On va se laisser jusqu'au mois de juin. C'est assez fascinant de voir qu'on a finalement perdu une année, qu'on a évidemment tiré aucune leçon de la crise. Et que plus le temps passe, plus une année électorale, c'est difficile de tout remuer et de tout. Ah, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, je suis persuadé qu'au niveau politique, il se passera jamais rien et que c'est les marchés qui signeront la fin de la partie. À titre d'exemple, vous parliez tout à l'heure des Pays-Bas où peut-être, en effet, des socialistes anti-rigueur vont arriver, ce qui se comprend que la population vote comme ça. Enfin, quand ils vont arriver, les Pays-Bas va être évidemment dégradé rapidement et va subir des hausses de taux d'intérêt, puisque les marchés, on a beau leur expliquer que 3% c'est bien, 4% ce serait mieux, 5% de déficit, pourquoi pas, les prêteurs vont sans doute arrêter de mettre leur épargne dans des structures qui perdent sans arrêt de l'argent, voire de plus en plus. Oui, il y a bien un moment aussi où, malgré tout, l'ensemble des fonds, y compris les fonds qui, pour des raisons réglementaires, sont obligés de détenir de l'obligation publique, doivent mettre leur argent quelque part, à tel point que la France, dans l'état qu'elle connaît, continue à emprunter à taux négatif sur des maturités très faibles. C'est fabuleux ce point-là, parce qu'à la rigueur, que les marchés aient peur et qu'on ait des taux très 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 bas, bon, à tort ou à raison, à mon sens complètement à tort, mais bon, pourquoi pas, on peut comprendre. Non, mais c'est pour de mauvaises raisons, bien sûr. Non, mais attention Nicolas, un taux négatif, oui. Ça veut dire que le prêteur est prêt à perdre de l'argent
pour vous prêter de l'argent. Il s'achète un coffre-fort. Oui, enfin, un coffre-fort, donc autrement dit, il considère que sa banque n'est pas un coffre-fort. Oui, par exemple, s'il est espagnol, il préfère mettre son argent, en perdant de l'argent, dans de l'obligation française, plutôt que chez Santander, où il se dit la vie de Santander, on ne sait jamais. Oui, mais le problème, c'est que ça se passe en France également, que ça se passe dans la plupart des pays, quand c'est des prêteurs américains qui font aussi baisser les taux, ils ont exactement le même raisonnement. Donc ce truc-là, qui semble très sympa à court terme, ça vous montre juste que le système bancaire est dans une défiance très très forte chez tous les investisseurs. Absolument. Ça, c'est pas quelque chose de très bon pour un système bancaire quand on est dans cette situation-là. Bon, alors là, le coup près viendra des marchés, il ne se passera rien sur le terrain politique, nous dit Olivier Berruyer. Il y a un an, il pensait que la Grèce ferait défaut, qu'on serait dégradé. Je vois que... Qu'en pensez-vous, alors, Catherine, sur ce terrain-là? Alors écoutez, moi je suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une petite vision, un petit optimisme sur le fait qu'il y a encore des marges de manœuvre, qu'on n'a pas de la rigueur en France comme dans les autres pays, qu'on peut faire des choses sans provoquer une récession immédiate? Alors écoutez, je pars pas du même point de vue. Moi, je suis de plus en plus convaincue que le pays qui a le plus à perdre de la sortie de la Grèce de la zone euro, c'est l'Allemagne. Oui. À partir de là, si on regarde de ce point de vue-là, tout ce qui est en train de se passer en France et dans la zone euro. Donc en France, on assiste à une série de prises de mesures, d'annonces qui, pour moi, et je vais faire hurler des gens en ce qui concerne l'impôt, mais relèvent malgré tout à la fin de la forme plus que du fond. Donc du cosmétique plus que du fond, c'est-à-dire de ce qui va régler in fine la situation. Mais pourquoi? Quand les créateurs d'entreprises et les boîtes familiales verront leur outil professionnel intégré dans l'ISF, ce ne sera pas que de la forme, il y aura un peu de fond aussi. Hein. Oui, il y aura des fonds et du fond. D'accord, mais pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on comprend à la fois au sein du gouvernement français, partout dans les autres pays européens, etc., que rien ne peut bouger à l'intérieur d'un pays vers le mieux, s'il n'est pas déjà au top comme l'Allemagne, sans que ça soit l'ensemble de la zone euro qui bouge. C'est-à-dire que si on va jusqu'au bout du raisonnement, ce sont les déficits des balances commerciales à l'intérieur de la zone euro, c'est-à-dire les déséquilibres entre les excédents d'un côté et les déficits de l'autre, qui, in fine, amènent à la situation d'aujourd'hui. Donc, de tout ce mal... parce que c'est voilà, de tout ce négatif. Moi, j'attends plutôt et je vois plutôt des signes d'un positif dans le fait que, bon an, mal an, l'Allemagne est en train de bouger sur la Grèce. Pourquoi elle est en train de bouger sur la Grèce? Parce que de toute façon, quitte à perdre, parce qu'elle va perdre, ceux qui ont des excédents vont les perdre, ou en tout cas, ils diminueront. Bon, quitte à perdre, autant ne pas tout perdre. Alors avec la sortie de la Grèce de la zone euro, on peut considérer que ça serait le maximum qui serait perdu pour l'Allemagne. Donc quitte à perdre quelque chose, que ça ne soit pas tout, et pour que ça ne soit pas tout, on est obligé d'aller, bon an mal an, vers une sorte de convergence de la zone euro. C'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. C'est-à-dire le pacte budgétaire, c'est-à-dire l'information du Spiegel selon laquelle Mme Merkel voudrait même un nouveau traité avec des règles plus... Mais voilà pourquoi. Bon, c'est pas très gai non plus, hein, mais bon... Ça dit qu'il y a une avancée, à mon sens, vers plus d'Europe ou le chaos, plus d'intégration, parce que le chaos n'est pas possible. Alors les marchés dicteront le calendrier et les mesures douloureuses. Vers plus d'Europe ou le chaos, Gilles Legendre, vous êtes dans quel état d'esprit? Au niveau européen, mais également français? Et au niveau international, si vous voulez. Moi, je trouve que nous célébrons aujourd'hui le triste 5e anniversaire du début de la crise, dans sa version la plus... Oui, on est tout près, effectivement. Prime, hein, on y est. Moi, ce qui me frappe depuis le début, et de ce point de vue, je trouve que cet été, l'image a atteint une caricature, c'est l'incroyable conservatisme du politique face à cette crise. Et si on veut prendre 2 exemples pour surtout pas rentrer dans une querelle partisane, nous avons en Allemagne un conservatisme de droite à très grande dimension obsessionnelle, c'est-à-dire cette rigueur et cette austérité qui n'a pas que des inconvénients, que je défends dans une certaine mesure, mais qui devient, j'allais dire, l'alpha et l'oméga du discours. Alors, c'est vrai que peut-être on peut espérer que ça va bouger. Et du côté français, un conservatisme de gauche qui ne laisse de m'inquiéter, si vous voulez. C'est-à-dire que une incapacité à inventer les solutions nouvelles, les consensus nouveaux, les mobilisations nouvelles, qui fait que soit on considère que c'est les marchés, comme le disait Olivier, qui vont faire la loi, mais vous avez raison
si c'est pour dire qu'ils ont entre les mains les moyens de créer une situation paroxystique, mais ils n'ont pas les moyens d'apporter la solution de cette solution paroxystique. Donc de toute façon, on aura quand même besoin de politique. Or, aujourd'hui, rien ne nous dit qu'ils sont armés pour soit empêcher que ne surgisse une situation paroxystique, soit pour apporter la solution, soit considérer qu'en marge du politique se crée une sorte de hiérarchie non démocratique qui prend le pouvoir. De ce point de vue-là, on a eu cet été le symbole du fait que la seule déclaration politique marquante est venue de Draghi disant « je sauverai et je défendrai l'euro ». C'est la phrase de l'été. Voilà. Pour moi, Voilà. Moi qui étais absent Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été l'événement économique de l'été. Voilà, ça a été l'événement économique de l'été qui vient de la bouche d'un homme tout à fait respectable, dirigeant une institution qui a parfaitement sa place dans le paysage, mais qui justement pose un tout petit problème, c'est qu'il n'est pas en charge de la politique des pays. Et donc aujourd'hui, moi je suis entre Olivier et Catherine, c'est-à-dire que Olivier dit les politiques, rien ne vient, Catherine dit non, je pense qu'ils sont en train de bouger. Moi, j'aimerais que Catherine ait raison. Je ne trouve pas que l'été ait apporté une démonstration claire qu'elle a raison. J'ai l'impression que tout le monde était rincé par la crise et vraiment les vacances des parlements. Non, moi je pense qu'il y a derrière tout ça des problèmes de comportement et des problèmes de compétences aussi, si vous voulez. On a quand même un vrai sujet. Sur le cas français, il y a un équilibre politique qui a été extrêmement habile pour gagner l'élection, le redressement dans la justice, c'est-à-dire un couple qui pouvait mobiliser les deux dimensions dont on avait besoin et dont on manquait jusqu'à présent. Sa mise en œuvre aujourd'hui, nous ne la voyons pas. Elle n'est pas claire. Sur les 100 jours, on ne le voit pas. Olivier Burrier, allez-y. Ouais, mais quand vous dites, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas de politique. Hein. Ça fait 15 ans qu'on a des promesses permanente de vous verrez, on veut plus d'Europe fédérale, on est européen, on construit. Dans la réalité quotidienne, c'est le contraire qui se passe. Ça fait 15 ans qu'on a mis tous les pays européens et de la zone euro en concurrence, ce qui est suicidaire quand on veut faire tenir une monnaie unique. Vous avez souligné un sujet très important, c'est les balances commerciales. On est en train de crever des déficits commerciaux. Alors, on fait un pacte fiscal, on en parlera j'imagine, probablement tout à fait non applicable. Vous avez le pacte fiscal, c'est la règle 0,5%. C'est la règle d'or. Mais ce dont on a besoin, c'est d'un pacte commercial. Ce qu'on a besoin, c'est d'un pacte qui va dire que les balances commerciales, il faut absolument que, elles aillent vers l'équilibre, et deux, la règle intracommunautaire, vous parlez. Intracommunautaire. Oui, et que deux, le point principal, qui était une vision de Keynes, qui était une vision de RUEF, c'est que c'est bien au pays excédentaire de faire des efforts. C'est-à-dire que le problème, c'est bien l'Allemagne. C'est bien que l'Allemagne, elle a compressé ses salaires et donc elle se met à faire une fausse compétitivité dans la zone sur le dos de ses voisins. Vous apportez le doigt à mon moulin sur le caractère obsessionnel et névrotique de Mme Merkel. Mais il n'est pas que névrotique. C'est vrai aussi qu'un pays, il a un avantage concurrentiel. Les Allemands, ils sont comment dire, c'est une population soumise qui est prête à accepter beaucoup de choses pour la compétitivité du pays. Oui, c'est ce que c'est, peu importe, je ne critique pas les Allemands, ils sont comme ça. Justement, Catherine, si le système explose, bien sûr. ils le paieront aussi cher que nous. Peut-être, mais je rappelle qu'il y a des plus gros best-sellers. Je rappelle, oui, mais enfin, on peut pas juste dire que il serait logique de prendre certaines décisions qui ne sont pas voulues par les peuples, d'ailleurs au passage. Mais c'est pas parce que c'est logique que ça se fera. On n'en sait rien. Les décisions pas voulues pour les peuples. Je peux dire un mot là-dessus? Non, parce que je pense qu'on est dans la vraie problématique et le vrai doute qui pèse sur Hollande, c'est celui-là. C'est-à-dire une crainte majeure de la réaction du peuple. Je pense que le peuple est très fortement en avance sur les politiques pour comprendre et accepter un certain nombre de choses. Et si je veux faire le parallèle avec l'entreprise, les bons dirigeants, c'est ceux qui ne craignent pas les réactions de leurs salariés. L'état des lieux pour... Débat et contre-vert sur BFM Business, Nicolas Dose et les experts. Retour avec Olivier Berruyer, l'animateur du blog les-crise.fr. Il est actuaire dans la vie. Sinon, Catherine Gerst, operating partner chez Citygate du Rogerson, c'est du conseil en communication financière. Et Gilles Legendre, fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique. Le tableau qu'on a dressé de la vision de la rentrée n'est pas très joyeux. Et si on essaye d'être très concret, est-ce qu'en France, ça ne veut pas dire on taille sur les niches fiscales pour essayer de tenir ces fameux 3% et de toute façon, on n'échappera pas à des points de CSG ici ou là, ou même peut-être de la TVA, même si aujourd'hui, pour l'instant, personne n'ose l'évoquer. Et en Europe, on n'échappera pas à une intervention de la Banque Centrale Européenne, à l'image de ce qui s'est passé avec la Banque d'Angleterre ou la Réserve fédérale aux États-Unis, c'est-à-dire une véritable politique d'assouplissement monétaire avec cette fois-ci des achats de dette qui ne seraient plus stérilisés. Est-ce que c'est pas tout simplement ça qui va se produire d'ici Noël ?
Moi, il y a une chose, Gilles Legendre. Il y a une chose qui m'a. Je suis très concret, je reviens sur des choses. Oui, mais je vais l'être aussi, mais pour introduire une sorte de doute. Vous parliez tout à l'heure des socialistes hollandais. J'ai lu hier l'interview qui était présentée comme une interview importante de Jean-Marc Ayrault dans le journal du dimanche. Absolument. Sur la rentrée. Et le journaliste lui pose la question, est-ce que le 3% en 2013, la limitation du déficit, est immuable? Et il ne répond pas. En tout cas, il ne cite pas le chiffre. Non, il ne répond pas. Il ne dit pas oui, absolument. Il dit l'équilibre, à côté. L'amélioration des finances publiques est nécessaire. Voilà. Moi, je voudrais savoir si, dans la stratégie de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande, il y a une évolution ou non sur ce chiffre. Je ne dis pas que ça serait forcément mauvais qu'il y ait une évolution. Je dis juste que nous avons là, peut-être, j'ai du mal à penser qu'une interview de cette importance ne soit pas lue, relue par un tas de spécialistes. Vous connaissez trop le métier, Gilles, pour savoir que c'est le cas. Des deux côtés. Bon, des deux côtés. Bon, je voudrais savoir s'il y a un doute. Je ne dis pas encore une fois que ça serait forcément mal de négocier un élargissement. Bon, ça c'est une autre question qui est plus technique. Je dis juste que nous avons là un exemple du doute ou des doutes que le gouvernement n'a cessé de semer pendant l'été sur sa détermination à mener à bien un certain nombre de projets courageux ou impopulaires, ou sur la conviction qu'il aurait qu'on peut biaiser. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut soutenir des points de vue variés, on peut s'opposer à Mme Merkel, elle n'a pas raison sur tout, on peut défendre des positions audacieuses, les 75% sur le million, etc. Bon, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui dans la situation où nous sommes et par rapport aux populations et au degré de conscience qu'ont les populations, c'est biaisé, c'est finacé. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons en France un gouvernement qui finasse. L'exemple de l'essence est un exemple magistral de finasserie. On va en reparler. Sur la situation française, Catherine Gerst, Olivier Burrier, est-ce que vous avez le sentiment que de toute façon, quoi qu'il arrive, les 3% ne seront pas tenables et qu'à la limite, il faut, comme pour la Grèce, se donner plus de temps? Mais la détermination dans Olivier le gouvernement, Burrier, c'est bien, mais après, il y a aussi le fait de se confronter à la réalité. Et toute la question, c'est aujourd'hui un gouvernement avec toute la détermination du monde, est-ce qu'il est capable de tenir 3%? La question, c'est est-ce que l'austérité aujourd'hui, est-ce qu'elle ne produit pas des récessions qui dégradent les comptes publics? Mais qu'ils le disent. Qu'ils le disent, ça se défend. Non, mais sauf que ça ne se défend pas. Ça se défend quand on est un blogueur qui vient comme ça parler tranquillement. Ça ne se défend pas quand on est ministre de l'économie, parce que le jour où vous dites ça, les marchés financiers vous coupent les vivres, et jeudi prochain, l'agence France Trésor, elle ne lève pas un fifrelin sur les marchés, les dettes en cessation de paiement. Les marchés financiers ne sont pas plus bêtes que nous. Si, vraiment, enfin, mais beaucoup. Que vous sûrement, mais pas que moi. Et quand ils lisent Jean-Marc Ayrault qui ne répond pas aux 3%, et ils ont déjà une petite cloche qui sonne. Gilles, il ne s'est pas passé un jour cet été où il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle macroéconomique, et il ne s'est pas passé une journée cet été où la bourse n'a pas monté. Alors, vous voulez m'expliquer que les marchés sont rationnels, qu'ils comprennent tout, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec vous, et c'est pas parce que je suis très intelligent, c'est juste parce que... Donc le gouvernement pourrait être un tout petit peu plus franc, un petit peu plus clair dans ses discours et dans la voie qu'il est en train de tracer. Je ne suis pas sûr qu'il en pâtirait sur les marchés. Peut-être. Bon, mais pour l'instant, le gouvernement a sacralisé la fonction publique en revenant sur cette mesure qui était d'ailleurs très symbolique car elle n'avait jamais été appliquée véritablement, qui consistait à mettre sur la touche des fonctionnaires qui refusaient 6 mutations. C'est une mesure qui avait été votée il y a 2 ans, qui n'a jamais vraiment été appliquée car 6 refus, c'est bien compliqué, et cette mesure va être révisée, une fois de plus, comme toutes les autres d'ailleurs. Pour l'instant, il a surtout fait machine arrière sur les précédentes décisions. La finasserie se paye toujours. Elle se paye plus tard, mais elle se paye toujours. Bien sûr, et une finasserie se paye par un déficit de confiance qui fait que le coup d'après, même quand vous ne financez pas, vous n'êtes pas cru. Sur la France, mais aussi sur les banques centrales, Catherine, finalement, je me dis que tout va se jouer avec la BCE qui tient à la clé du dispositif et qui va aller au bout de la formule du mois d'août de Mario Draghi en passant à l'acte et en prenant le contrôle, finalement, des évolutions des taux d'intérêt des pays les plus fragiles. Et c'est comme ça que les choses vont se régler, non? Alors, attention, parce qu'elle a quand même fort à faire, la Banque centrale, enfin en tout cas officiellement, avec le désaccord absolu de la Bundesbank, la banque centrale allemande, sur les prérogatives qui devraient être octroyées en plus en termes de rachat ou bien sûr, mais quand on n'a plus le choix et le bras tordu. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que si on regarde l'endettement net par rapport au PIB de la zone euro, il est de 2,7%. Si on regarde le UK, il est de
plus de 6%. Si on regarde les États-Unis, il est de l'ordre de 6%. Donc, pour remettre un peu de la macroéconomie... Quand vous parlez de l'endettement net, vous pensez à quoi précisément, Catherine? L'endettement net des pays ou des zones, si vous voulez, par rapport à leur produit intérieur brut. D'accord. Bon. Donc, en termes de quelles zones, si vous voulez, ou quels endroits sont plus affectés ou moins affectés, on observe que la zone euro, finalement, si on mutualise, alors, à condition qu'on mutualise l'ensemble, si vous voulez, des dettes, des recettes, enfin, qu'on fasse une Europe, si vous voulez, fédérale, on est aujourd'hui, globalement, dans la zone euro, dans une situation qui est bien meilleure que celle du Royaume-Uni et qui est infiniment meilleure que celle des États-Unis. C'est ce que dit Christian Saint-Etienne. On est du jour au lendemain la première zone économique du monde, dans la mesure où la zone est fédérée. Après, le fédéralisme est-il souhaitable et possible? C'est pour ça que je dis que s'il n'y a de solution à la sortie de la crise de la zone euro, à la sortie désordonnée d'un certain nombre de pays et à l'éclatement possible ou pas de la zone euro, elle ne peut être que, évidemment, politique, et que ce que moi j'observe aujourd'hui, c'est quand même alors un attentisme français. Forcément, pourquoi un attentisme français? On n'a pas les moyens économiques, ou on a moins de moyens économiques que l'Allemagne pour être peut-être fournisseur de solutions vers le haut. Donc nous, on est fournisseur de solutions d'attentisme, d'attente, période pendant laquelle on fait des petites réformes, on essaie de faire rentrer plus d'impôts, on colmate, parce que quand on est en situation de déficit commercial annuel, permanente, et que les autres, l'Allemagne, l'autre, disons, pays fort de la zone euro, on n'est pas armé de la même façon en termes de force de proposition et d'avancement du schmilblick. Et c'est pour ça que je dis que finalement, d'une certaine façon, c'est tout le monde se tient. C'est comme Samsung et Apple. C'est-à-dire que l'attentisme de la France par rapport à ce que dit Madame Merkel aujourd'hui, qu'elle veut une Europe politique, qu'elle veut donner plus de droits ou plus d'influence à la Cour de justice européenne, etc. C'est ça, absolument. Et un président élu au suffrage universel. Voilà. Il devra composer, et comme à l'inverse d'ailleurs, avec l'attentisme de la France et de l'ensemble des pays plus fragiles, qui, de toute façon, n'ont pas les moyens économiques de faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. On voit que les cures d'austérité, elles ont pour l'instant non seulement rien réglé, mais aggravé les situations. On est d'accord. Ça, on est parfaitement d'accord avec ça. Voilà. On est d'accord. Mais la problématique, c'est que le fédéralisme a aussi des coûts dont on ne parle pas. Pour garder la Grèce dans la zone, il va falloir abandonner les créances nationales. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Mais abandonner les créances, juste pour situer à peu près, donc à peu près 200 milliards de dettes, à peu près, on va dire 80 pour la France si on répartit. Si je mets ça sur les 20 à 30% des ménages qui ont de quoi payer, ça va nous coûter 10 000 euros à peu près à chacun, là, d'entre nous autour de la table, d'impôts à donner pour la Grèce pour qu'elle garde dans la zone euro. La question, voilà, et là, après, c'est très bien, économiquement, la question, c'est est-ce que ça passe? C'est ce qu'on a dit. Petite question, est-ce qu'on a envie de donner 10 000 euros tous? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand l'ensemble de la zone euro souffre en interne de déséquilibre des balances commerciales, à un moment donné, il y en a qui doivent baisser, d'autres qui doivent monter. On est, nous, en France, dans le stade où on est une espèce d'équipe. Voilà. Et donc, évidemment que ça va être ça. On pourra revenir sur cette question sur le fédéralisme tout à l'heure, parce que je voudrais réagir à ce que disait Catherine. Après, les 3% sont-ils tenables et souhaitables, justement? Est-ce que le fédéralisme est possible? Est-ce qu'il est souhaitable? Alors, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Intégral Bourse, c'est dans 15 minutes avec Guillaume Sommerer. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. On se retrouve pour le dernier quart d'heure avec Gilles Legendre, avec Olivier Berruyer et avec Catherine Gert. Gilles, on dit encore un mot sur cette question du fédéralisme ça nous demanderait la journée, donc on n'arrivera pas au bout. Oui, mais effectivement, la question est centrale. L'Allemagne a beaucoup à perdre d'une fin de l'euro, mais en même temps, la facture ne cesse de s'alourdir, comme le rappelait Olivier. Et la solution est inextricable. C'est le grand sujet depuis des années, et pour ce qui concerne la France, un sujet de trauma depuis 2005. Ce que je voulais dire, c'est que quand l'Allemagne, quand Mme Merkel fait des propositions qui fleurent bon le fédéralisme, elle ne le fait pas dans le sens, par exemple, de l'Orient ou hollandais d'avant 2005, c'est-à-dire avec une vision complète du fédéralisme européen. Elle voudrait que l'Europe se dote d'outils de niveau fédéral pour une exécution implacable du pacte
de stabilité et du pacte budgétaire et de la règle d'or. Voilà. Non mais je dis, Alors, ça peut être un début. Alors vous avez tout à fait raison, mais ça ne devrait surprendre personne. La conception allemande de la démocratie et du libéralisme, elle a toujours été basée sur le droit. Non, mais je le critique pas. Je l'observe juste parce qu'on se paye de mots. Sous ce mot fédéralisme, c'est l'auberge espagnole. On y met des choses extraordinairement variées. Et notamment en France, où ils portent, dans une partie non négligeable de la population, et notamment des élites, et d'ailleurs, moi, je m'y retrouve assez, une sorte de rêve politique. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, le fédéralisme européen, c'est pas simplement, comme le disait Catherine, à mon sens, la solution peut-être aux difficultés, il n'y en a pas d'autres. Donc je suis d'accord, mais c'est aussi ce qui pourrait régénérer un rêve politique qui fait cruellement défaut et qui explique le fossé qu'on a dénoncé tout à l'heure entre les opinions et les politiques. Mais aujourd'hui, ce rêve politique, il n'est pas du tout porté par Madame Merkel. Madame Merkel, elle y voit une vision strictement utilitaire. Et côté français, on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a probablement un président de la République qui, au fond de lui-même, appartient au camp le plus pro-européen du pays, culturellement, historiquement, politiquement, et qui a reçu en 2005 un traumatisme violent avec le non au référendum, dont il n'est toujours pas remis. Et cette double dimension, c'est-à-dire une conviction qui est réelle, sincère, nourrie, et ce trauma qui le freine, fait que nous risquons d'être, sur ces sujets-là, constamment dans l'ambiguïté et dans la demi-mesure. Ça va être très concret lorsqu'on va arriver au Parlement avec cette loi organique qui traduit justement cette volonté très technique de l'Allemagne et très germanique dans ce pacte budgétaire sur lequel les membres du gouvernement essayent de ne pas trop s'exprimer en parlant plus du volet croissance que du pacte budgétaire lui-même qui est le vrai sujet et qui n'a pas été renégocié. On est encore en train de financer. Enfin, le mot finassage, je ne sais pas ici les Français, sert quand même de fil conducteur à notre été. Le mot de la fin sur ce sujet, Olivier Burrier. Oui, mais Gilles, la problématique, et je dirais l'escroquerie intellectuelle qu'on met derrière le mot valise fédéralisme, c'est que quand on demande aux Allemands, oui, ils veulent bien du fédéralisme à condition que ce soit du fédéralisme avec une vision allemande. Aux Français, ils veulent une vision française, les Italiens vont dans une vision italienne, les Espagnols une vision espagnole. Toutes ces visions sont tout à fait antagonistes, et donc c'est pour ça qu'en effet, ce soi-disant rêve européen va rester un rêve pour une belle lurette, et on peut craindre que ça finisse par se transformer en cauchemar si on continue à secouer les peuples. Une Europe fédérale, c'est pas un objectif, c'est au pire un moyen pour atteindre d'autres objectifs. Quels objectifs? Si c'est pour les Anglais arriver à une Europe qui va être ultralibérale, si c'est pour les Italiens arriver à une Europe laxiste. Ça nous ramène à cette conférence de presse incroyable de Mme Merkel et François Hollande où l'un disait que les eurobonds étaient un point de départ et l'autre disait un aboutissement. Enfin, on était sur effectivement des visions. Le cœur du traité de Maastricht, c'est la stabilité monétaire. C'est ce qu'on a négocié avec les Allemands, c'est ce qu'on leur a promis la main sur le cœur en disant qu'on ne touchera jamais la monnaie, et on voit que de plus en plus la BCE se met en danger. Le problème là-dessus. Non mais je suis pas contre ce que vous dites, je partage ce point de vue en termes de constat, mais je le déplore. Bien sûr, mais bien sûr que je le déplore. Non, mais ce qui est intéressant, et vous soulignez quelque chose qui me paraît évident, c'est que le problème franco-allemand aujourd'hui n'est pas simplement un problème de divergence, parce que ça fait partie de la vie, c'est la vie de la politique. C'est que d'un côté, on a une volonté, une détermination, que je critique à bien des aspects, mais qui a le mérite d'une cohérence et d'une détermination, et que nous ne lui opposons qu'une vision, enfin une absence, nous lui opposons une absence de vision, ou une vision molle, ou une vision incertaine, ou une vision indécise. Je pense que le principal reproche qu'on pourrait faire à François Hollande, ça serait pas d'être en désaccord avec Madame Merkel. On serait ravis qu'il soit en désaccord avec Madame Merkel. Quand François Mitterrand était en désaccord, c'est arrivé avec Monsieur Kohl, ou a fortiori quand il était en désaccord avec Madame Thatcher, ça n'a pas empêché les choses d'avancer. Il y avait une vision, une détermination. Aujourd'hui, je trouve que ce qu'il manque, c'est la vision et la détermination. Bien sûr, Gilles, mais à l'époque, François Mitterrand, il n'avait pas besoin d'emprunter 600 milliards sur les marchés dans une année, et c'est notre cas aujourd'hui. Et avoir une vision déterminée contre l'Allemagne, ça déplaira au marché et ça entraînera une sanction forte, et c'est le problème de cette mise dans la main des marchés. J'espère que vous avez raison, que c'est le seul argument. Moi, j'ai quand même un tout petit doute sur le caractère ou la trempe. Jackson Hole, réunion des banquiers centraux vendredi. Là, je reviens aussi au terre-à-terre. Et le 6 septembre, première prise de parole publique, en tout cas annoncée pour l'instant, de Mario Draghi. Encore une fois, Catherine, je crois que c'est là
où on va avoir des éléments. Je persiste à croire que chaque fois que les banquiers centraux prennent la parole, que les choses changent dans un sens ou dans un autre. La preuve, les marchés effectivement ont réagi à contre-courant des mauvaises nouvelles macroéconomiques depuis que Mario Draghi nous a laissé comprendre qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver l'euro. C'est là que ça va jouer. Ce qui est bien la preuve que les marchés réagissent aux politiques dans tous les sens et ne dictent pas forcément sa politique aux politiques. Hein, c'est juste. Tout à fait. Les marchés, on voit qu'ils s'effondrent, qu'ils hésitent, etc. Pas forcément en fonction des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais en fonction de savoir s'il y a quelque part une détermination politique d'aller dans une direction que l'on comprend. On a un seul acteur aujourd'hui qui est vraiment fédéral, un seul acteur qui est vraiment opérationnel aujourd'hui sur le marché européen, c'est Mario Draghi et la BCE. C'est la seule institution. Alors, pour revenir sur votre point sur la BCE, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro, commence à filtrer de façon assez discrète dans les médias Internet, le fait qu'on commencera à envisager un quantitative easing 3 aux États-Unis. Et là, j'ai eu la surprise de voir ce week-end commencer à filtrer déjà, avant même les prises de parole, donc le 6 septembre, que la BCE envisagerait, sans toutefois dire à l'avance à quel prix elle rachèterait le papier, parce qu'il ne s'agit pas non plus de fixer un plancher, parce qu'auquel cas, elle serait engagée à faire ce plancher. Donc on voit comment ça filtrer. C'est donc que probablement ça va se faire. Et si ça se fait, c'est probablement en accord avec la Bundesbank. Donc ce qui veut dire que c'est probablement en accord entre Merkel et d'autres dirigeants de la zone euro. Dingue, c'est quand même des discussions qu'on aurait pu avoir il y a 3-4 mois. On aurait pu avoir les mêmes discussions il y a 3 ou 4 mois. Je n'imagine pas la BCE, si vous voulez commencer à laisser filtrer ce genre de choses, sans que ça soit déjà, je dirais, un peu verrouillé. Parfaitement de votre avis. La machine à rumeurs est très utile et très efficace et très maîtrisée. Ça va encore faire l'objet de jeux de théâtre, d'apparat, etc., entre qui est le plus fort, qui est le moins fort, et qui... Bon. Allez, le seul objectif de la Banque centrale est de lutter contre l'inflation. C'est ce qu'il y a dans les traités. C'est le contrat qu'on a passé ensemble, et toute décision contraire de la BCE se doit d'être attaquée. On verra, mais le reste, si on veut respecter le droit... Olivier Berruyer, que c'est le contraire qui va se passer. On va faire du rachat de dette sans stérilisation, et un jour ou l'autre, et on verra les conséquences. Et l'insolvabilité américaine et européenne sera réglée par les éternels mécanismes. Et on verra les conséquences que ça aura sur une monnaie unique et sur une Europe politique dans ces conditions-là, et surtout en Allemagne. En Allemagne, je vous rappelle qu'elle a 7 ans de plus que nous d'âge moyen. Elle a des populations de retraités qui ne vivent que de leur patrimoine, et que de l'inflation, ils préféreront partir claquer la porte que l'accepter. Non mais attendez, c'est pas incompatible. Vous avez raison de rappeler la mission des traités de la BCE. Simplement, la crise a fait bouger les choses. Même le Savonarole, le plus intransigeant de cette règle, à savoir M. Trichet, sous le coup de la crise, avait pris quand même un certain nombre de libertés. Bien sûr, et le 11 septembre 2001 fait prendre beaucoup de libertés avec les droits de l'homme. Je ne suis pas persuadé que... en tout cas, si la solution... Non, mais attendez, si vous dites qu'il y a des problèmes, alors s'il y a des problèmes, on se réunit, on fait un sommet européen et on change les traités. Mais dire que les traités... Comme d'ailleurs, je le signale, Nicolas Sarkozy l'a rappelé dans le débat avec François Hollande, qu'ils n'ont pas respecté les traités parce que c'était urgent. Je trouve gravissime quand on ne respecte pas les traités. C'est peut-être un regard allemand que j'ai là-dessus, mais le droit, pour moi, c'est important, surtout quand on rentre dans des périodes de crise, quand on se met à plus respecter les règles, au lieu de les changer, qu'à les négocier, on les change les règles si elles sont pas bonnes, mais dire je m'assois sur les traités, ça a toujours des conséquences graves. Je suis pas contre. Moi, j'ai dénoncé tout à l'heure, même si je reconnais la légitimité, le fait que la seule parole politique forte et entendue, qu'on ait entendue durant cet été, soit venue du patron de la Banque centrale. Et je peux dire un mot très rapide. Alors, très vite, très rapide. Il y a ce matin un magnifique article de Noël Roubini dans Les Échos, dont la conclusion est magnifique, qui est: on est en train de prendre des paris sur la maison pour essayer de sauver la grange au niveau de l'Union européenne, de la monnaie et de la construction. C'est une très belle phrase. Est-ce que s'attaquer au prix de l'essence comme va le faire le gouvernement, avec probablement la complicité timide et brève du secteur pétrolier lui-même, est-ce que là ça a du sens, là, à votre avis, Catherine Gerst? Écoutez, pour moi ça n'a aucun sens, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que ça va être ponctuel, ça va être pendant 3 mois. 2-3 mois. La perte qui va en résulter de collecte d'impôts pour le gouvernement devra être rattrapée par ailleurs. Quand on est dans un système qui ne crée pas de richesse, qui est notre cas à l'heure actuelle, de toute façon on est dans un système de vase communicant. Donc ce que perdra le gouvernement là-dessus, il le fera payer par ailleurs. On est sur l'idée qu'il faut dépenser 1,5 milliard d'euros pour gagner 10 centimes de baisse. C'est un gris-gris. C'est un gris-gris. La question que je me pose, c'est à quel moment va intervenir la fin de la campagne électorale.
À partir de quel moment on va intervenir dans la campagne électorale? Là-dessus, Olivier Oui, pour moi, ça illustre vraiment le monde d'avant la crise. Voilà, on est toujours sur des idées de on va lutter contre la réalité. Les prix du pétrole augmentent et ça augmentera encore beaucoup plus à l'avenir. Si dans 2 mois, il y a un bombardement de l'Iran, je ne sais pas comment réagira le gouvernement parce que ça va lui coûter 2 bras. En plus, l'Arabie Saoudite commence à être au bout de ses capacités de réaction. Et je rappelle que pour faire voler les avions et rouler les voitures, on grille 90 millions de barils par jour de 159 litres chacun. Si et je rappelle qu'il y a 1 an, le PDG de Total, Christophe de Margerie, avait fait une interview très courageuse dans Le Parisien en disant attention, on va aller vers les 2 € le litre, et qu'il a été convoqué à l'Elysée pour se faire taper sur les doigts, alors que c'est à peu près le seul pétrolier dans le monde qui est honnête et qui prévient la population du futur des prix de finalement 2 minutes ça suffisait, tout a été dit sur cette histoire de blocage, pas blocage des prix parce que le code du commerce l'interdit, c'est qu'en cas de calamité publique qu'on peut bloquer les prix, donc on va jouer sur les taxes, mais enfin bon, tout ça va être très compliqué, et puis les pétroliers vont rogner des marges qui sont déjà très très faibles. Voilà, la phrase du jour peut-être, ou en tout cas la phrase de conclusion: à quand la fin de la campagne électorale? Merci d'avoir été là, c'était Les Experts.